Ça va bientôt faire 1 an que je travaille sur cette série. Tout ça a commencé en avril 2020 lorsqu'on errait à Drummondville pour tuer le temps, au moment où la pandémie ne faisait qu'entrer dans nos vies. J'écris ces lignes en janvier 2021. Dehors, les rues se vident à vue d'œil. Il est 7h25, c'est le premier couvre-feu. Ce projet me tient occupé, heureusement. Sérieux, le nombre de fois où j'ai failli sauter un caillot parce que les jours se ressemblent, que je vois personne, ni encore moins l'ombre d'une lueur d'espoir pour le futur. À ce point-ci, il m'arrive un brin trop souvent d'être chaud d'ail à 4h15 en pyjama à écouter du Dean Martin. Ça me fait donc un bien immense de faire un autre podcast que je lancerai, comme ça, comme une bouteille dans la mer de podcasts de dudes blancs en questionnement existentiel. Ça fait du bien. Sans pour autant manquer d'humilité et dire que j'ai tout compris, je crois un peu mieux comprendre à quoi on a affaire. Du moins, le mystère du début est de moins en moins mystérieux. Le puzzle n'est peut-être pas résolu, mais on voit l'ensemble de l'image se dessiner peu à peu. Un des éléments manquants pour bien comprendre l'histoire et en tirer des réflexions pertinentes, c'est évidemment d'entrer en contact avec quelqu'un qui a vécu cette histoire aux premières loges, ou genre au moins au deuxième. Depuis le début, j'ai parlé à des journalistes, sociologues et théologiens, sans jamais rencontrer quelqu'un qui a eu un lien direct avec l'histoire. Nos recherches nous ont donc mené à plusieurs témoignages. Dans cet épisode, je vous montrerai chronologiquement ceux qu'on a entendus. Certains récits viennent confirmer ce que je pensais. D'autres, mêler les cartes. Vous écoutez le 5e épisode de L'Avenir nous le dira. N'ayant jamais vraiment fait d'enquête, je ne savais pas vraiment comment m'y prendre pour trouver des gens qui auraient un témoignage en lien avec cette communauté. Rapidement, on s'est dit que Facebook était notre meilleure bête pour commencer. Laurie a partagé un appel à tous, avec comme espoir de sonder la population de Drummondville et de ses environs. Ça a fonctionné. Vous connaissez Internet, vous savez aussi comment l'information voyage vite là-dessus. Vous connaissez aussi sûrement une tante qui partage de tout ce qu'elle voit. Oh oui, cette tante qui partage des vraiment bonnes blagues, genre une image trop pixelisée d'un chat déguisé en Père Noël avec écrit en dessous « J'en connais une qui va boire un peu trop de vin cette année ». Cette même tante qui partage des vidéos outrageantes de monde qui s'ostine au Costco de Trois-Rivières, ou que Sylvie Lacroix, son amie coach de Zumba, elle s'est fait voler sa tondeuse la semaine dernière. Grâce à ces matantes-là, qui partagent de tout et de rien, notre annonce a eu un franc succès. Notre publication s'est fait partager et repartager dans les cercles de Drummondville et ses environs. On a réussi à trouver 3 femmes qui ont un lien très concret avec la communauté. Tous les noms que vous entendrez sont fictifs. Évidemment, les 3 témoins à qui on a parlé ont vécu des moments parfois très difficiles avec cette histoire, et c'est donc par respect qu'on a décidé de garder leur anonymat. Vu que les 2 premiers témoignages ont beaucoup de points en commun, je vais vous les présenter parallèlement. En fait, ce qu'elles ont en commun, c'est que ces 2 femmes-là n'y ont pas vécu. C'est plutôt leurs parents respectifs qui étaient dans l'ordre immaculé. La première femme à qui j'ai parlé s'appellera Céline, disons ça comme ça. J'ai décidé moi-même de choisir les pseudonymes, là, parce que la dernière fois où j'ai laissé un témoin choisir, je me suis ramassé avec Derek Tom. Quoique j'aurais été surpris là, que Céline choisisse quelque chose du genre. Elle est native d'Asbestos. Elle a grandi dans une famille nombreuse, ils étaient 9 enfants. Elle m'expliquait que son père avait toujours été fasciné par tout ce qui était religion. Par mon père, parce que il a toujours été très, comment je vous dirais ça, très religieux, si on veut se permettre de dire ça comme ça. Il y a toujours beaucoup, ça l'a toujours allumé, les apparitions, les voyantes, la Sainte Vierge, toutes ces affaires-là, c'est toutes des choses qui a toujours couru. Ah oui, quand j'étais jeune, très jeune, vous en avez probablement jamais entendu parler, mais apparemment qu'il y aurait eu des apparitions à Saint-Bruno de la Sainte-Vierge. Là. Mon père nous avait tout emmené, toute la famille là, puis c'était super important qu'on aille là, tu comprends? Vraiment, là, c'était le summum. Donc, puis il a toujours trippé là-dessus. Bon, c'est ses petites affaires à lui, là. Je semble comprendre qu'il y a beaucoup de gens qui sont entrés dans cette communauté-là à différents moments de leur vie. Vous, comment ça a commencé? Comment vous avez entendu parler de cette chose-là pour la première fois? Moi, c'est mes parents. C'est mes parents qui, on demeurait à l'avenir, mais moi, à ce moment-là, j'étais à l'extérieur, j'étais mariée, j'avais des enfants. Ça, c'est Sophie. Sophie est née à l'avenir. Comme Céline, elle est aussi issue d'une famille agricole et nombreuse. Non pas 9,
Sophie m'a confié avoir 14 frères et sœurs. 14 quand même. Je sais même pas 14 amis, je crois. Dans son cas aussi, ses parents étaient très religieux. Parce que mes parents, c'était quand même des gens très religieux. Même aujourd'hui, je peux dire que c'était des fanatiques religieux. Les parents de Sophie seraient tombés sur Yves-Marie Blais tout simplement en allant à la messe. Le curé les aurait présentés. Pour ce qui est de Céline, son père était déjà investi dans une autre communauté religieuse avant de tomber sur Blais. Oui, probablement. Il a toujours fait partie aussi des Bérets Blancs. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. En tout cas, c'est un autre gang. Il existe encore, eux autres. Ils étaient plus actifs, si on veut, il y a plusieurs années. Là. Même, je dirais plus, il y a une vingtaine d'années. Mais je pense bien qu'ils existent encore, mais ils sont très la femme à la maison, puis il y avait même un journal qui passait de porte en porte. Je sais pas exactement ce qu'elle voulait dire par là. Mais dites-vous que si vos amis parlent de vous comme étant quelqu'un de très femme à la maison, peut-être réviser vos agissements et vous informer un peu plus sur le féminisme. Même que je vous forcerais à regarder toutes les stories engagées, inclusives et valides avec des petits bonhommes tout nus dessinés en couleur pastel. Oui, ces stories que vos amis de l'UQAM un peu gossants mais que vous aimez quand même partagent tout le temps. Le groupe des Bérets Blancs, c'est pas un collectif comme les autres. En faisant une recherche rapide sur Internet, j'ai appris qu'ils étaient un groupe qui faisait la promotion de la grandeur chrétienne. À date, ça sonne chill, disons. Mais si on lit davantage, on apprend qu'ils sont de l'extrême droite, organisaient des sessions où ils tiraient avec des guns sur des télés pour manifester contre la mondialisation qu'ils jugent comme étant satanique. J'utilise l'imparfait parce que tirer sur la télé en 2021, j'ose espérer qu'ils le font plus. Là. La télé est déjà assez morte de même. Aussi, ils étaient antisémites, contre-réformistes, conspirationnistes. J'ai lu qu'eux aussi croyaient à la présence de Satan sur Terre en liant le chiffre de la bête aux nouvelles technologies comme les cartes de crédit. Bref, une belle gang de malades, comme on dit, hein? Disons que le passage de ça à l'ordre immaculé s'en dit un peu sur le père à Céline et ça confirme certaines tendances concernant Blais que je voyais se profiler au loin, tu sais. Anti-Vatican II, conspirationniste, idéologie globalement de droite. Je dis pas que Blais shootait des télés, mais... En tout cas, bref, d'après moi, c'est il a dû entrer en contact avec les gens de l'avenir par ce regroupement-là, si on veut, par ces gens-là. C'est quand il a arrêté de travailler qu'il cherchait quelque chose à faire. Et, quand il est tombé à sa retraite, puis il s'est trouvé désœuvré. Il s'est mis à faire beaucoup de bénévolat, puis à s'impliquer là-dedans. Puis comme ça allait chercher ses croyances, on s'imagine très bien. Des gens de la campagne qui ont passé leur vie à travailler d'arrache-pied, à s'occuper de leurs enfants. Si tu tombes à la retraite et que les enfants sont tous devenus adultes, tu veux peut-être t'investir dans quelque chose. L'aspect du travail a comme vraiment marqué les souvenirs de Céline et Sophie. Dans les deux cas, elles ont insisté sur ce point-là. Mais lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il est encore marié avec ma mère était encore vivante à ce moment-là. Il partait toute la semaine, il partait le lundi, puis il revenait le samedi. Ma mère, elle restait à la maison. Elle restait à la maison toute seule, puis il allait faire du bénévolat. Il payait pour travailler dans cette communauté-là. Parce qu'en passant, il y avait aussi un objectif. Il approchait seulement des personnes qui avaient de l'argent. Je sais qu'il y a une de mes amies, sa sœur a voulu rentrer là, puis vu qu'elle était sur le DS, il n'a jamais rien voulu de savoir. Oui, il y avait une sélection là-dessus parce que c'était vraiment basé sur l'argent. Selon Sophie, tout ça, c'était que pour l'argent. Céline n'allait pas jusque-là, mais elle soulignait tout de même le côté exploitation. Comme il n'avait pas donné tout son avoir, il devait payer pour pouvoir être nourri, vous comprenez? Il travaillait toute la semaine, il était tout le temps en train de réparer quelque chose, de bâtir quelque chose. Moi, je ne sais pas à quel point mon père a donné de l'argent quand même à cette communauté-là, parce que ça, il ne nous l'a jamais dit. Puis, je peux pas le savoir. Là. Mais ce que je sais de façon certaine, c'est qu'il travaillait là pour rien et qu'il payait, parce que ça, il me l'avait dit, que ça coûtait quand même assez cher pour aller vivre là. Puis, je sais qu'à un moment donné, mes parents, il y avait une histoire de faire des canages et tout ça, là. Il aurait dit qu'il n'y avait pas l'argent pour partir cette histoire de canage-là. C'est mes parents qui ont fourni l'argent.
Mais là, en tout cas, comme on dit, c'était toujours comme mon père a construit ou les croix, là, puisque les croix, là, c'est mon père qui a fait la base, là. Alors, c'est sûr que c'est mon père qui a payé. C'est ça. C'est que les gens, s'ils faisaient quelque chose, fallait qu'ils payent s'ils voulaient avoir, parce que lui, il disait tout le temps qu'il fallait, ramasser l'argent, fallait qu'elle vienne de quelque part. Ce qui est une drôle de coïncidence, parce que si le père de Sophie a construit les bases des fameuses 3 croix, c'est le père de Céline qui les a construites, elle, les croix. Et mon père, il ramenait des affaires parce qu'il a été soudeur toute sa vie, soudeur-monteur, à John Manville, ici. En tout cas, il faisait de la soudure, il achetait plein d'affaires pour lui bâtir plein de trucs. Lui, la grosse croix qu'il y a, c'est sur le bord de la c'est mon père qui l'a fait. OK. Ah, ben d'abord, ça veut dire... Pour ce qui est de l'arnaque, Sophie semble en avoir plus souffert. Du moins, elle avait bien des histoires à raconter. Ça aussi, c'est une autre histoire assez rocambolesque. Lui, il disait qu'il faisait des miracles. Alors, il faisait payer les gens. Je sais que mes parents ont payé des 5 000 $ pour avoir des miracles. Parce que c'était pas des dons réellement dons, là. C'est que s'il y avait quelque chose à faire payer, ben là, je peux pas avoir tel, là, on aurait besoin d'argent pour faire tel projet. Là, il faisait cracher le monde. Tu sais, là, le plus qu'il pouvait, là, tout le monde qui pouvait cracher. Puis il y avait aussi un autre, le côté fraude. C'est que lui, il faisait venir des matériaux, des gens de la région, il faisait venir comme la meunerie à l'avenir, là. Ces gens-là, là, ils ont donné pour nourrir les animaux qu'il y avait sur cette fermette-là, là. À ce moment-là, ils payaient pas personne, là. Ils disaient que c'était qu'ils venaient de faire un don à Dieu. Puis là, ils ont envoyé mes parents en Belgique. Celle-là, elle m'a tout le temps dépassée. Des gens qui ne voyagent pas, qui n'avaient même pas de passeport, des gens qui n'avaient jamais fait de voyage de leur vie, là, tu sais, là, puis que là, tout à coup, il y avait de quoi d'important à aller faire à envoyer mes parents là, c'était quoi? Qu'est-ce qu'il leur a fait faire? Pourquoi mes parents? Pourquoi c'était eux que, c'est sûr, c'est pas lui qui a payé, là, c'est sûr, c'est mes parents qui ont tout payé, là. Puis il y avait une raison pour laquelle il les a envoyés là-bas. Mais ça, on l'a jamais su. En tout cas, moi, personnellement, j'ai jamais su pourquoi ils avaient envoyé mes parents dans cette communauté-là en Belgique. Ça m'a vraiment déchiré d'entendre ces récits-là. On entend des femmes qui veulent le mieux pour leurs parents, évidemment sans remettre leurs croyances en question. Cependant, elles voient leurs parents se faire exploiter d'une certaine façon. T'as beau aimer quelqu'un, c'est difficile, voire impossible de lui faire comprendre qu'il est dans une relation toxique. Dans les deux cas, les deux femmes n'étaient pas nécessairement contre le fait que leurs parents mettent cœur et âme dans un projet. Elles trouvaient juste qu'il y avait un peu un côté profitage qui était assez louche dans tout ça. J'ai juste vu la facture du comptable, mais moi, j'ai pas eu d'intérêt pour ça parce que je me disais, regardez, c'était l'argent de mes parents, ça leur appartenait. Ils avaient le droit de faire ce qu'ils voulaient avec. C'est juste que ça me faisait de la peine parce que je me disais, ils se sont privés de beaucoup de choses dans leur vie pour finalement aller donner ça à un arnaqueur. Sophie m'expliquait aussi comment cette période a déchiré sa famille. Elle, qui aimait de tout cœur ses parents, avait maintenant peur d'eux, littéralement. Savez-vous qu'est-ce qu'il leur disait? C'était quoi la trame narrative? C'était quoi l'histoire qu'il racontait? Comme mes beaux-frères ont dit quand ils ont été voir une de ces soirées-là, là, où il y avait plusieurs autobus, là, puis qu'ils nous ont raconté, voyons donc, comment ça qu'ils ne voyaient pas que c'était un arnaque, là. C'était visible à l'œil nu, là, des jeux de lumière, puis tout là, c'était clair, net et précis, mais en tout cas, l'histoire, c'était que que la religion était rendue trop permissive, qu'il fallait reculer, puis là, revenir à ce que c'était avant, où ce que le prêtre contrôlait le monde en leur faisant le diable, l'enfer.
l'enfer là était vraiment là, c'est ça, puis les péchés, toute la vieille histoire d'avant au niveau des religions, de la religion catholique là. Lui, il était revenu au temps là de 1930 là, tu sais, vraiment là coercitif puis punitif puis les punitions. Hein. À la fin du monde était tout le temps pour arriver. Il vivait constamment dans cette peur-là que la fin du monde était pour arriver à tout bout de champ. C'était il faisait vivre le monde dans la peur. C'était vraiment le régime de la peur, là. Puis, j'osais même pas leur laisser mes enfants. J'avais trop peur de ce qui leur ferait, là. C'était rendu inquiétant à ce point-là, là. Du jour au lendemain, là, mes parents sont devenus des gens, des monstres. C'était des monstres. J'étais vraiment terrorisée, moi, parce que je voyais à quel point mes parents étaient rendus déconnectés. Ils étaient déconnectés de la réalité, là. Ils vivaient dans un autre monde, un monde de peur, de diable, la fin du monde qui est tout le temps pour arriver. C'est ça. C'était tout le temps... Dans le cas de Sophie, le parcours religieux de ses parents s'est arrêté quand son père est décédé du cancer. Malheureusement, même cet aspect-là a été taché par le père Blais. Puis aussi, c'est que quand mon père est mort, il envahissait le salon funéraire. La secte arrivait, là, tout d'un coup pour venir. Alors, il était obligé de mettre des agents de sécurité, là. Wow. Pour que le salon funéraire là, puisse contrôler la situation. Sinon, Parce là... que vous connaissiez pas ces gens-là, vous? Non, pas du tout. Je n'avais entendu parler par mes parents, là. Mais de là à se ramasser avec une secte complète là, qui envahisse le salon funéraire, que la famille a plus sa place. Mon père, en plus, avait le cancer. Il était en rémission. Et à partir du moment qu'il a vu le père Blais a dit qu'il était pour le guérir. Ah, ils ont payé pour ça aussi, pour que mon père se fasse guérir. Il disait à mon père tout le temps qu'il le soignait, que de ne pas se faire soigner. Mon père est mort parce qu'il n'a pas été soigné. Il n'y a pas eu de soins. Sinon, mon père ne serait pas mort de son cancer comme ça. Là. C'est triste à dire, là, mais mes parents avaient acheté cette guérison-là là, qui est jamais venue. Aussi, c'est que mon père n'avait pas le droit d'avoir de quoi pour le soulager de ses douleurs là, à la fin, là. Parce qu'il fallait qu'il purge ses péchés en souffrant le martyre. Je veux dire, à ce point-là, les mots manipulation ou encore dérive sectaire sont assez évidents. Est-ce que tout ce que j'ai entendu au cours de ces appels était complètement vrai et nuancé? Peut-être pas après tout, c'est du bouche à oreille. Mais c'est quand même très difficile de remettre ça en question. Ces discussions m'ont aussi fait réfléchir. Je veux dire, c'est touchy des sujets comme ça. Au premier abord, on a envie de sauver ces gens-là de l'emprise sous laquelle ils sont. Mais comment réellement savoir s'ils en souffrent? Je veux dire, le père de Sophie est peut-être mort en paix, après tout. Je sais, c'est bizarre à dire, mais c'est là où le phénomène du croire entre en jeu. Vous trouvez ça peut-être absurde d'entendre le récit du père à Sophie, quelqu'un qui se prive de médicaments pour se purger de ses péchés. Mais je veux dire, pour quelqu'un qui vient d'un peuple nomade ou de n'importe quelle autre société non capitaliste, si ça existe encore, c'est sûrement complètement absurde de voir la quantité de gens qui trahissent, mentent, tuent ou bien pire encore pour de l'argent, des chars, du beau linge puis du vin nature. Quand on a foi en quelque chose, que notre vie s'articule autour d'une croyance, qu'elle soit les billets ou Jésus, c'est difficile d'en juger si on n'y adhère pas. De plus, ces croyances s'inscrivent dans un contexte social et historique. J'ai parlé à Jean-Philippe Warren, sociologue s'étant beaucoup intéressé aux religieux québécois et bien d'autres thèmes. Vous l'entendrez davantage parler au prochain épisode. Warren m'expliquait que si on est issu d'une génération qui précède les années 50, on a peut-être plus de chances d'avoir grandi avec ces croyances.
Là-dessus, elle n'est pas très originale, mais la démarche spirituelle, ça, par exemple, oui. La démarche spirituelle, on la voit beaucoup moins maintenant. Pourquoi? Parce que elle peut toujours être là, mais elle ne peut pas avoir la même intensité parce que appris à vivre dans un monde désenchanté. Et donc, plus on recule dans le temps, plus il y a de magie. Hein. Le désenchantement, c'est pas de ne plus croire en Dieu, ou le désenchantement, c'est plus croire en une religion. Hein. Le désenchantement, c'est la perte de la magie de la croyance. C'est juste ça. Vous pouvez croire en masse en Dieu. Mais la magie, la part de magie dans votre croyance, au 19e siècle, puis jusqu'aux années 50, les gens croyaient à énormément de choses de l'ordre de la magie, des superstitions, des gris-gris, des amulettes, des icônes. Ils croyaient que s'ils priaient, ils allaient guérir ou il n'arriverait pas malheur. Ils faisaient des pèlerinages, ils allaient baiser des ossements de saints. Mais on a payé plus pour des ossements de saints et des vêtements portés par des saints lors de la construction de la cathédrale de Montréal que pour la cathédrale elle-même. Cet exemple-là est quand même assez frappant. Payer autant d'argent pour des reliques religieuses. On n'est vraiment plus là aujourd'hui. On investissait beaucoup. Ça, c'est la part de magie. C'est la magie dans la religion. Hein. C'est le fait qu'on croit à des choses qui sont de l'ordre de la magie et pas nécessairement de l'ordre de la doctrine. Mais plus on remonte dans le temps, plus on est dans l'ordre de la magie. Donc, cette personne-là, elle a plus de chance si elle a vécu dans les années 60, mettons. Elle a grandi dans les années 60. Elle a plus de chance d'avoir été habitée par ça que par des personnes d'aujourd'hui qui peuvent être des personnes extrêmement religieuses. C'est pas des personnes qui vont à la messe. Ça peut être des personnes qui croient en une divinité. Mais lorsqu'on leur demande, oui, mais est-ce que tu penses vraiment que si jamais tu vas baiser une icône, tu vas guérir du cancer? Elle dit, j'aime mieux la chimiothérapie. Et donc ça fait une énorme différence, pas sur le fait brut d'adhérer à une religion, mais ça fait une différence majeure dans l'intensité que l'on a par rapport à cette croyance. La magie ne fait plus entretenir un rapport de don et contre-don avec Dieu. Parce que la magie, c'est ça. La magie, c'est un peu du donnant-donnant. Hein? La magie, c'est je fais une offrande à Dieu. Je fais un pèlerinage, je monte sur les genoux toutes les marches de l'oratoire Saint-Joseph, mais en contrepartie, je sais que Dieu va me récompenser. Tout ça rajoute un peu de nuance, comme l'explique Jean-Philippe Warren. Cette magie dans le religieux qu'il décrit était sûrement très importante pour les parents de Céline et de Sophie. De plus, on ne peut pas commencer à empêcher les gens de croire à quelque chose. J'aimais bien le mot magie, parce qu'en effet, d'un point de vue très pratique, l'ordre semblait fonctionner comme par magie. Pensez-y, c'est cette foi si intense qui permettait à la communauté d'exister. Sans ça, ce groupe était complètement irrationnel d'un point de vue financier. Oui, il y avait l'aspect d'un petit magasin, mais au-delà de ça, ça prenait ce dévouement magique de la part des membres, cette foi qui leur disait « Je vais donner 10 000 $, je vais vendre ma maison à cet homme, à cette communauté, parce que, Marie. » Malheureusement, comme dans le cas qui nous concerne, quelqu'un peut profiter de cette foi. OK. Parfait. Puis ça a été une période comment pour vous, si vous aviez à résumer la chose? Est-ce que vous trouviez ça triste de le voir aller là? Est-ce que vous disiez, il y a du fun, fait que tant mieux? Comment vous méfiez? En fait, oui, pas triste. Je trouvais ça dommage qu'ils se sentent tant dépendants d'une communauté comme ça. Puis le pire là-dedans, c'est que quand il est parti de l'avenir, il s'en est trouvé un autre. Hein. OK. Juste pour vous dire à quel point il était vraiment accro. Là. Ouais. Puis l'autre communauté est à Wotton. Oh, ouais. Il y en a un autre semblable à Wotton. Là. OK, parce que... là... Non, mais là, c'est parce que ça, Wotton, c'est pas... Ouais, j'ai l'air pas mal enjoué, me direz-vous, mais c'est que dans ma tête, ce lien n'était pas anodin du tout. Ce qu'il faut savoir, c'est que vers la fin des années 90, l'Ordre Immaculé de l'Avenir, il y a une branche qui s'est séparée, puis ils ont fondé une nouvelle communauté à Wotton. Et bien voilà. OK, donc lui aurait Fait que mon père est allé là. Ah oui, OK. Ah bon, c'est quand même intéressant à savoir tout ça. Puis ça, j'imagine que vous n'avez pas autant de détails.
Bon, dans l'extrait, je me trompe un peu, parce que la communauté de Wotton apparaît plutôt autour de 2000. Ça fait bizarre de dire ça, l'an 2000. Peut-être que c'est moi qui vieillis ou que ma notion du temps est déformée parce que ça fait quasiment 1 an qu'on est confiné. Bref, me semble que c'est étrange, là. L'année 2000, ça fait un peu trop genre compagnie de plomberie louche, comme Plomberie 2000. Désolé, je m'égare. Je cite l'article de Mario Goupil, du journal La Tribune le 1er juillet 2004. C'est d'ailleurs un des derniers articles qui concerne l'Ordre Immaculé. Une nouvelle communauté religieuse voit le jour et s'installe dans le petit village de Wotton, où elle vient d'acquérir 5 bâtisses et 240 acres de terrain. Cette communauté, qui porte le nom de la Société des Cœurs Unis de Jésus et de Marie, vient d'être fondée par Camille Mercier. Jusqu'à tout récemment, M. Mercier était le bras droit du père Yves-Marie Blais, lui-même fondateur en 1988 et grand Manitou de l'Ordre du Cœur Immaculé de l'Avenir, tout près de Drummondville. Camille Mercier a décidé que l'heure était venue de fonder sa propre communauté après avoir été expulsé de celle de l'Avenir par le père Blais. Il en faisait partie depuis 5 ans. C'est lui, le père Blais, qui a décidé que je devais quitter. Il m'a posé une question. « Est-ce que tu crois au message de Marie-Danielle? » Je lui ai répondu « oui ». Il a alors ajouté que j'avais 24 heures pour faire mes bagages et quitter, explique M. Mercier. Bon, déjà ça en dit beaucoup. Clairement, pour une raison X ou Y, le père Blais était devenu hostile quant à Marie-Danielle. Je cite toujours Mario Goupil. Quand il a quitté la communauté du Cœur Immaculé, Camille Mercier fut imité par d'autres, semble-t-il. Plusieurs autres. Tellement qu'il ne resterait plus qu'une 12aine d'adeptes sur les 80 que l'on retrouvait à la communauté de l'Avenir. Pour ce qui est de Marie-Danielle, vous aurez compris qu'elle aussi avait quitté les lieux. Je poursuis l'article de Mario Goupil. Celle-ci avait déjà quitté la communauté du père Blais depuis quelque temps, pour rentrer chez elle en Ontario. Quand le prêtre a posé la question à son bras droit, les deux se sont retrouvés à Wotton. Dans l'article, Camille Mercier poursuit en disant que son groupe, contrairement à celui de Blais, était réellement catholique. Il accusait celui de Blais d'être une secte dangereuse. Bon, est-ce que la communauté de Wotton s'en est sortie sans aucun dérapage? Ça, c'est un autre dossier pour plus tard. À ce moment-là, je voulais savoir ce qui s'était passé à l'avenir. Visiblement, le climat qui y régnait était de moins en moins agréable. Pour que ta commune passe de 80 à 12 en une année, t'as un Major Party Pooper Alert. Pourquoi donc le père de Céline et d'autres membres de la communauté de l'Avenir se seraient séparés de Blais? Puis, savez-vous comment ça l'a pris fin? Ça, c'est... Bon, premièrement, ça l'a pris fin avec la mort du père Blais. Ça, c'était en 2007? Ça doit... En tout cas, je sais Ouais, que en passant, le père Yves-Marie Blais est décédé. Je sais pas pourquoi j'assumais que vous saviez. Clairement, c'est un détail important. Céline, elle, avait tout de même son hypothèse, qui est soi-disant assez troublante. Il m'a dit, ce qu'il m'avait dit, c'est que il avait entendu parler de quelque chose. Puis il m'a dit, je l'ai demandé à Monsieur X, qui travaillait avec lui. Il dit, lui, je le sais qu'il dit tout le temps les bonnes choses. Puis il m'a dit que c'était vrai. Puis après ça, il est parti, il n'est pas retourné. Mais qu'est-ce qui était vrai exactement? Je ne sais pas. Mais c'était la raison de son départ. Puis ce qu'il y avait à l'avenir aussi, qui aimait bien, c'est qu'il y avait une voyante. Là. Et la voyante, elle voyait bien des affaires. Puis apparemment, la nuit, là, elle se lamentait, la pauvre madame, puis elle était attaquée par le démon, là, puis il trouvait ça bien épouvantable. Pour se rendre compte, quand ça s'est démantelé, il ne l'a pas dit à moi personnellement. Mais quand ça s'est... comment je vous dirais ça? Quand il a arrêté d'aller là, c'est que je crois que la voyante, c'était pas nécessairement le démon qui la faisait se lamenter. Ouais, puis c'est ça. Ça, il vous a fait il vous l'a dit comme sous-entendu ou vous avez déduit ça? Ben, il n'aurait jamais avoué une affaire pareille, là. Mais que pour que mon père décide de ne plus aller là, c'est parce que c'était quelque chose de grave. Et je ne sais pas exactement c'était quoi l'affaire. Mais la voyante est partie après ça pas longtemps. Ce que Céline venait de me dire, ça brassait pas mal les cartes. En fait, surtout, ça me déchirait le cœur.
À ce stade-ci, c'est une rumeur. Un oui-dire. Bon, je ne suis pas enquêteur. Je dois vous avouer que je ne sais pas trop quoi faire de cette information. Surtout qu'elle se résume à être une suite d'extrapolations, d'hypothèses et de conclusions hâtives qui concernent le vécu de quelqu'un en particulier. D'un côté, j'aimerais en savoir plus et vous partager ce que j'ai appris pour mieux comprendre ce qui se déroulait à l'avenir. Mais en même temps, on parle pas d'un vol de tracteur ou de vandalisme. On parle d'agression sexuelle que des gens auraient vécu. Tu sais, ça fait des années que ça s'est passé, le monsieur est mort, puis je suis pas genre un juge ou un con de dénonciation. Je dis pas ça pour minimiser la chose, ni me déresponsabiliser. Je veux simplement vous illustrer que j'ai pas vraiment rapport dans l'intimité de ces gens-là. J'ai pas envie de m'interposer dans la vie des victimes qui ont passé à autre chose et brasser des traumas parce que je fais un podcast, voulez-vous vous abonner? Je préfère ne pas courir après Marie-Danielle qui a probablement vécu des trucs pas trop cool pour lui soutirer un témoignage plus détaillé. Si elle ou d'autres personnes veulent me parler de cet aspect soi-disant très sensible et sérieux, on sait où me rejoindre. Pour l'instant, moi, tout ce que j'ai, c'est le témoignage de Céline. Puis ça, je peux pas vraiment le prendre pour du cash. Par contre, si la communauté s'est vidée en 1 an, commençant par la voyante, et que le père ultra-catholique de Céline aussi soit parti du jour au lendemain pour une raison mystérieuse, disons que je peux m'avancer et supposer que c'était pas top à l'avenir autour de l'an 2000. L'hypothèse de Céline me suffisait pour me faire une idée. C'est une rumeur, oui, mais dans ce contexte, c'est pas à ignorer. D'où le fait que je vous la partage. Disons que si j'en apprends davantage au sujet des abus de cette nature, surtout s'ils concernent un individu en particulier, j'aimerais qu'ils viennent des gens qui les ont subis. Il ne s'agit pas d'accuser formellement le père Blais comme ça. Mais disons que c'est une hypothèse assez sordide et tristement probable qui vient ajouter encore plus de red flags à ce groupe et surtout à son dirigeant. Comme j'ai dit plus tôt, je veux éviter de parler à des gens, des victimes dans certains cas, qui n'ont pas envie d'en parler. Je cherchais donc quelqu'un qui a vécu à l'avenir, auprès du père Blais, mais qui surtout serait intéressé à témoigner. Ce que vous entendez en ce moment, c'est moi, en septembre 2020. Dans cet extrait, je traverse le stationnement de gravier qui sépare l'auto de Laurie d'un café où on va rencontrer une femme. Cette personne a vécu 3 ans à l'avenir, au sein de l'Ordre Immaculé. Cette femme allait nous donner un témoignage assez mémorable. Tout ça lors du prochain épisode de L'Avenir nous le dira.